Mesdames, Messieurs, voilà 2700 ans au bas mot que l'Occident vit dans l'ombre portée d'une terrible prophétie de l'un de ses premiers poètes, Hésiode, qui, dans les Travaux et les Jours, annonçait « Il naîtra des enfants aux cheveux gris, des enfants aux tempes blanches ». Hésiode disait que cette naissance monstrueuse serait le signal de l'anéantissement par Zeus de la cinquième des races qui se sont succédées à la surface de la Terre et à laquelle il avait et nous avons le malheur d'appartenir. Race séparée par un gouffre infranchissable de l'âge d'or, de l'âge d'argent, de l'âge de bronze, de la période bénie des demi-dieux qui ont fait la guerre des Troies et combattu aux côtés d'Édipe. Donc la fin de cette race de fer, cette race des hommes de fer à laquelle nous appartenons. Cette prophétie, c'est peut-être ce que Rimbaud reprenait à son compte lorsque, d'une certaine façon, en inaugurant la modernité poétique, il prophétisait le temps des assassins. Voici venu le temps des assassins. Mais on ne s'en contentera pas parce que, aussitôt cet oracle répété, nous avons peut-être envie de le retourner pour le compléter. Ne sommes-nous environnés ou assaillis, en effet, que par des enfants précocement vieillis? Ne sommes-nous pas accablés, en outre, de l'invasion de vieillards puérils qui accumulent les ans sans engranger d'expérience ou sans avoir de savoir à transmettre? De sorte qu'on pourrait chercher à aggraver, en la complétant, la prophétie d'Hésiode. Tâchant plus ou moins de préparer cette rencontre, en sachant qu'elle serait littéraire, j'ai eu la curiosité d'emprunter à une médiathèque de l'agglomération paloise un roman, ce qui m'arrive rarement, simplement sur la base de son titre, Les enfants tristes, de Roger Nimier. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, pas encore, mais j'ai été frappé par ce que dit très tôt dans le roman le personnage principal, apparemment, qui est lycéen, à propos de l'époque qui est la sienne, et le livre est paru au milieu du XXe siècle. Les parents, dit-il, sont de vieux jeunes gens. Les enfants sont déjà des vieillards. Tout cela ne peut rien donner de bon. C'est trop naturel. Et ce que j'apprécie sous la plume de Roger Nimier, c'est cette ambiguïté qui n'est pas tranchée. Est-ce que ce qui est trop naturel, c'est l'inversion des places généalogiques, cette espèce de ronde sans fin où on permute ces places, ou est-ce que ce qui n'est que trop naturel, c'est que cette inversion ou cette perversion généalogique entraîne des conséquences funestes? Voilà la perspective à laquelle il va falloir qu'on s'affronte, le temps de brève conférence-débat. Mais auparavant, je dois, à titre d'introduction, vous faire un mot de confession, vous présenter un mot d'excuse, vous proposer l'explication d'un mot ou un mot d'explication et préciser aussi la signification d'une tournure. Donc ça fait pas mal de préliminaires quasi-grammaticaux. Le mot d'excuse. Quelques temps avant notre rencontre, j'ai lu dans La République des Pyrénées que l'organisateur de cette rencontre précisait avoir choisi le thème de l'enfance parce que celui-ci, dit-il, ne prête à aucune polémique. Et je vais devoir m'affranchir de cette consigne, si c'en est une, tout simplement parce que le titre de cette rencontre, c'est l'idéologie de l'enfance, et que la philosophie, qui est ma passion prédominante, ne fait pas bon ménage avec l'idéologie. La philosophie n'aime pas l'idéologie, à laquelle elle reproche d'être fausse, et quoique source de satisfaction, et à laquelle elle reproche donc de ne prodiguer à ses adeptes que des satisfactions illusoires. L'idéologie a pour la philosophie une profonde haine, car elle la répute abstraite, incompréhensible et surtout décevante. Et le fait est que quand on a pour maladie d'y voir clair, ce qu'on découvre souvent ne satisfait pas le désir et n'est pas particulièrement réjouissant. Mon mot d'excuse, c'est que je n'ai pas choisi le sujet.
je n'ai pas choisi de ferrailler contre l'idéologie de l'enfance. C'est un peu le hasard qui a fait que lorsque le partenariat s'est précisé entre les Idées mènent le monde et l'Université de Pau, eh bien, on nous a proposé une liste de sujets dont on pensait qu'ils rentraient dans le thème et qui n'avaient pas encore été choisis par les invités de prestige. Donc, dans cette liste, il y avait l'idéologie de l'enfance. Et peut-être par méchanceté ou par dévouement, au contraire, vis-à-vis des sujets intraitables, il m'a semblé que je pouvais m'en emparer. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Un mot d'explication, avant-dernier préliminaire, sur ce mot idéologie. En philosophie, depuis Marx, on appelle idéologie des systèmes de représentation. Ça peut être des idées, des images, des discours parfois complexes et interminables. Un système de représentation erroné, mais utile au sens où l'idéologie a une fonction, et notamment une fonction sociale, celle de dissimuler ce que la réalité a d'insupportable ou d'injuste, et de justifier en outre les défauts qu'elle dissimule de la réalité. Donc les idéologies sont fausses mais utiles. Et l'esprit humain est ainsi fait que bien souvent les idées et même les théories fausses et utiles sont préférées aux idées ou aux théories vraies mais inutiles, voire décevantes. Donc l'idéologie est un terme qui est toujours pris avec une acception péjorative ou au moins critique. Un exemple, lorsque l'essayiste Alain Minck nous dit le capitalisme est l'état naturel de la société, ben voilà ce qu'est un énoncé idéologique. D'une part, c'est faux, le capitalisme est le produit tardif de l'histoire propre à certaines sociétés humaines. Et d'autre part, proférer cet énoncé faux permet de justifier l'existence du capitalisme et même de la soustraire à toute discussion, voire à tout étonnement. Et ça a en outre l'utilité, aux yeux d'Alain Minck évidemment, de criminaliser toute critique des conventions du marché, puisque précisément on prétend qu'elles ne sont pas des conventions, mais des faits de nature, de sorte que critiquer, par exemple, la subordination salariale, ce serait violer la nature, et en tout cas la nature des rapports humains. Vous voyez que l'idéologie nous dit quand même quelque chose sur la réalité qu'elle dissimule en la justifiant. Il suffit à la limite de renverser l'idéologie, de considérer que la vérité est son négatif photographique. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais c'est ce constat qui conduisait Marx à parler de l'idéologie comme d'une chambre noire, qui donne une image renversée de la réalité. Par ailleurs, l'idéologie nous apprend quelque chose sur son auteur ou son propagateur ou son propagandiste. Et l'énoncé que je citais nous apprend qu'Alain Minck est inquiet quant à la solidité, à la pérennité du capitalisme et qu'il cherche à le défendre contre la possibilité d'une remise en cause. Il reste à expliquer la tournure du complément de nom, ou comme on disait du temps des déclinaisons, du génitif, l'idéologie de l'enfance. Le génitif peut être subjectif ou objectif. L'amour de Dieu, par exemple, c'est l'amour qu'on peut éprouver pour Dieu, génitif objectif, et c'est l'amour qu'on peut prêter à Dieu, génitif subjectif. Il en va de même pour l'idéologie de l'enfance. Est-ce qu'on s'enquiert d'un rapt que l'idéologie ferait subir à l'enfance? C'est le kidnapping de l'enfance par l'idéologie qui donnerait de l'enfance une image monstrueusement flatteuse et trompeuse. Ça pourrait être aussi une idéologie sécrétée par l'enfance, une idéologie produite par l'enfance ou inventée par les enfants, comme un jeu, en quelque sorte. Alors, peut-être que les deux acceptions sont tenables ensemble, mais je privilégierai quand même la première, la manière dont l'idéologie, ou certaines idéologies au pluriel, s'emparent de l'enfance et lui font subir un mauvais sort.
Et puis, il n'y a pas que l'idéologie. On peut aussi laisser peut-être la parole, pour finir, à la philosophie, débarrassée de son conflit bimillénaire avec l'idéologie, et s'enquérir, au-delà de l'idéologie, d'une vérité de l'enfance. Savoir s'il y a un concept d'enfance, et si enfance est le nom d'une expérience cruciale dont l'étude et dont le simple fait d'avoir à la vivre de temps à autre pourrait nous révéler l'essence même de l'enfance. Donc je commence par envisager la première des pistes que j'ai mentionnées, l'idéologie s'emparant de l'enfance, et il faudrait dire un mot ici de tentatives qui se sont développées presque tout au long du XXe siècle et qui n'ont pas cessé aujourd'hui, pour commencer, libérer l'enfance. C'est une philosophe majeure du XXe siècle, Hannah Arendt, qui relevait ce fait dans son célèbre essai sur la crise de l'éducation, qui a maintenant 60 ans. Les idées à la mode consistent à présenter l'enfance comme une cause, en quelque sorte, et la libération de l'enfance comme une juste et urgente croisade. De quoi s'agit-il ? Beaucoup d'esprits bien orientés, bienfaisants vis-à-vis de l'enfance, présentent celle-ci comme une sorte de minorité à défendre ou à protéger. Il faudrait sortir les mineurs de leur minorité pour achever la geste des Lumières, qui s'était définie comme la sortie de l'homme hors de sa minorité. Donc, au fil des temps, on a vu sortir de l'ombre les travailleurs, les colonisés, les femmes, toutes sortes de catégories humaines qui, pendant des siècles, avaient été plongées dans l'obscurité de la vie privée, de la demeure, soumises à l'exploitation, notamment celle du travail productif ou du travail reproductif. Et puis voilà que ces catégories subalternes des sociétés modernes se sont émancipées et ont commencé à se faire entendre sur la place publique en montrant qu'elles avaient des choses à dire au sujet de ce qui se passait dans l'espace public. Alors, il est apparu naturel et même urgent à beaucoup de bons esprits du XXe siècle de poursuivre ce travail d'émancipation avec l'enfance. Or, Hannah Arendt prétend que c'est un contresens parce que, contrairement aux catégories qui se sont émancipées précédemment, les enfants, d'une part, ne constituent pas une classe sociale, et d'autre part, n'ont pas intérêt à être projetés, comme je le subis aujourd'hui, dans la lumière crue de l'espace public, sous les sunlight. Alors, d'abord, l'enfance n'est pas un monde à part, qu'il s'agirait d'aider à se gouverner lui-même. Plus largement, l'État, l'enfance, nous disait Hannah Arendt, n'est pas un état, mais une phase, et l'enfance n'est qu'une transition vers l'âge adulte, et d'après elle, ce que les enfants désirent par-dessus tout, c'est grandir, et c'est ce à quoi il faudrait les aider, plutôt que de chercher à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Alors, la critique porte ici sur la tentative de libérer les enfants de la prétendue tyrannie des adultes, et de les inviter à se gouverner eux-mêmes en quelque sorte. Pourquoi est-ce que c'est néfaste ? Parce que, relève Hannah Arendt, à ce compte-là, l'enfant, à titre personnel, ne se trouve pas libéré de toute tutelle étrangère. Il passe de la tutelle d'un adulte bienveillant, ou supposait-elle, à la tutelle du groupe des pairs, PAIRS, c'est la loi du père, PE accent grave RE, ou la tyrannie des pairs, PAIRS. Or, autrement dit, lorsque les adultes abolissent leur autorité et laissent les enfants à eux-mêmes, l'enfant individuel passe d'une figure de l'autorité à l'autre,
ou plutôt le pouvoir qu'exerce sur lui le groupe de ses pairs, n'est pas l'autorité, mais la pure et simple coercition. Et les analyses sociologiques ou médico-psychologiques du fonctionnement des bandes d'enfants, et notamment des bandes d'enfants des rues, pourraient corroborer cette piste relevée par Hannah Arendt. Moyennant quoi, l'enfant se trouve soumis à un pouvoir qu'il ne peut pas discuter parce qu'il est un enfant, qu'il ne peut pas fuir parce que le monde des adultes lui est fermé, et vis-à-vis duquel il n'a pas de secours à espérer de ses congénères ou de sa classe d'âge, précisément parce que c'est à cela qu'il a affaire. Manière de dire que la tyrannie du groupe d'enfants est beaucoup plus néfaste que l'autorité de l'adulte. Par ailleurs, et c'est le deuxième point de cette première partie, Arendt avait beau jeu de montrer que cette autonomisation artificielle et trop précoce de l'enfance parasitait l'éducation. L'accomplissement des tâches éducatives serait rendu impossible par la livraison ou l'abandon du groupe d'enfants à lui-même. C'est l'interruption des relations normales et naturelles entre les enfants et les adultes. D'autant que ce que nous appelons le jeunisme va de pair avec ce qu'à l'époque d'Hannah Arendt on appelait déjà le pragmatisme, c'est-à-dire l'idée qu'on n'apprend qu'en faisant, car la vérité c'est ce qui marche, moyennant quoi, ce que l'enfant peut apprendre, il ne l'apprendra jamais mieux qu'en s'adonnant à ses activités spontanées et celles qu'il effectue le plus librement et le plus volontiers, c'est-à-dire en particulier le jeu. Donc, sur la base d'une idéologie jeuniste valorisant la prolongation artificielle de l'enfance et l'autonomie des enfants, on peut voir naître une pédagogie pragmatique qui se voudra une pédagogie avant tout par le jeu, ce qu'on pourrait appeler un ludisme, et qui préconisera par exemple que les enfants apprennent les langues étrangères comme ils ont appris leur langue matérielle, c'est-à-dire tout naturellement et comme en se jouant, qu'ils apprennent en faisant des phrases plutôt qu'en étudiant la grammaire ou en se tapant de dures listes de vocabulaire. Peu importe les querelles techniques sur le rendement pédagogique de telles méthodes, Hannah Arendt, en tant que philosophe, qui a un point de vue normatif et pas pragmatique, relevait que de telles méthodes oublient de remplacer progressivement l'habitude de jouer par celle de travailler, et que donc elles tombent sous le coup d'une accusation d'irresponsabilité, d'empêchement à la maturation normale de ceux sur lesquels une telle méthode s'applique. Alors reste, et c'est là qu'on attend la parole de la philosophe, à élucider les raisons pour lesquelles la modernité a tant nui à l'enfance sous prétexte de la libérer sans qu'elle l'ait vraiment demandé. Si l'essence de l'éducation réside, comme le pensait Hannah Arendt, dans l'exercice d'une responsabilité, eh bien, l'idéologie que j'ai essayé de reconstituer dépend de l'abandon ou de cette responsabilité, du renoncement à cette responsabilité. Alors, de quelle responsabilité s'agit-il ? Les adultes sont certes responsables de la vie des enfants, mais ils sont aussi, et peut-être surtout, responsables du monde, puisque ce monde, ils ne l'ont certes pas façonné, mais enfin, ils l'ont reçu. Ils ont été élevés dans ce monde, ils l'ont reçu en héritage et ils lui ont apporté ou pas les modifications dont il avait besoin. Or, précisément, la dette des adultes vis-à-vis de l'enfance, c'est d'introduire dans le monde, de façon aussi précautionneuse et systématique que possible, la vie naissante. Cette vie qui est fragile, mais qui est indispensable aussi parce qu'elle porte avec elle un ferment de renouvellement, ou de rénovation, ou de révolution du monde humain. Ce monde est toujours détraqué. Toute époque pourrait dire avec Hamlet « Our time is out of joint », notre temps est désarticulé, comme traduisait Gide, et le monde humain, parce qu'il est contaminé par
la condition mortelle des hommes, s'use et il a, à échéance fréquente, besoin d'être remis en ordre ou remis en place. Précisément, l'enfance représente, à l'état encore virtuel, à l'état d'ébauche, ce ferment de rénovation, de révolution, que la jeunesse saura peut-être, si elle s'en empare, si elle sait le faire fructifier, que la jeunesse saura conduire à porter ses fruits. Alors, la crainte qu'a Hannah Arendt, c'est que les méthodes d'éducation inspirées par l'idéologie jeuniste ne reviennent à canaliser à l'excès l'usage par les jeunes ou les enfants, à commencer par la petite enfance, de ce ferment d'innovation, et ne reviennent en quelque sorte à programmer, à téléguider la manière dont l'enfance, en mûrissant, pourra prendre en quelque sorte la direction des affaires du monde. Donc, en renonçant à protéger comme il le faut l'enfance du monde, de la lumière crue de l'espace public, en renonçant à l'introduire petit à petit dans le monde, on fait courir un double risque, finalement. Un risque pour le monde qui est d'être privé du potentiel de rénovation que représente l'enfance, un risque pour l'enfance qui est de se voir extirper ce potentiel d'innovation. Et du coup, la question qui se pose est dramatique, c'est de savoir pourquoi nous renonçons trop volontiers à des relations normales entre adultes et enfants. Est-ce que c'est parce que nous n'aimons pas assez nos enfants pour avoir envie, pour avoir le courage de les introduire dans le monde, ce qui est une tâche longue et délicate, ou est-ce que nous n'aimons pas assez ce monde pour avoir envie d'y introduire nos enfants? Et c'est vers cette deuxième hypothèse que s'acheminait Hannah Arendt, pensant que précisément la condition moderne, c'est l'épreuve d'un déchirement, d'un sentiment de ne pas être monde. On pourrait encore citer Rimbaud, nous ne sommes pas au monde. Le monde dans lequel nous vivons nous est devenu si étranger, il est objet d'effroi et de dégoût. Et nous imaginons volontiers que c'est rendre service à nos enfants que de les tenir à l'écart de ce monde corrupteur et qui périclite. Ce faisant, nous renonçons, nous abdiquons en quelque sorte face à l'exercice de notre responsabilité pour ce monde et nous n'améliorons ni les chances du monde d'être rénové, ni les chances pour l'enfance d'y être convenablement introduite. Alors, on pourrait aller plus loin dans l'élucidation des idéologies, de la captation contemporaine de l'enfance par l'idéologie, en faisant appel, au moins pour quelques instants, au savoir sociologique. Je dois à un sociologue récemment disparu et qui s'intéressait beaucoup à la jeunesse, au rock, à la fête, quelques éclaircissements importants sur ce sujet. Ce sociologue, c'est Paul Lyonnais, qui a eu le temps, avant de mourir il y a quelques années, de publier un énorme pavé qui s'appelle « Le recul de la mort », et qui est une très belle méditation sur les changements qui se sont opérés au XXe siècle au croisement de la démographie et de la sociologie. Qu'en est-il de l'inscription sociale de l'enfance et de la psychologie de l'enfance à notre époque ? Paul Lyonnais, par rapport à l'approche philosophique d'Hannah Arendt, a pour mérite de donner une perspective historique. Ce qui arrive sous nos yeux à l'enfance, c'est une révolution, ce sont les conséquences en tout cas d'une révolution démographique, il préfère parler de révolution que de transition, et cette révolution démographique qui se traduit notamment par le recul de la mort et a pour conséquence la baisse drastique de la fécondité, cette révolution, elle remonte assez loin. Et elle a passé par 3 étapes. Première étape, le recul de l'âge du mariage et la maîtrise de la fécondité dans le cadre de la monogamie hétérosexuelle conjugale et obligatoire. La deuxième étape, ça a été
l'avènement, disons, l'effondrement de la mortalité infantile, du fait des progrès de la médecine et même, paraît-il, de l'hygiène. Et la troisième étape, c'est de cela qu'il faudrait parler, c'est ce qu'il appelle la révolution que représente l'avènement de l'enfant désiré. Alors, comment se fait-il que les enfants soient aujourd'hui désirés, est-ce à dire qu'ils ne l'étaient pas en 1750, par exemple? Eh bien, Paul Lyonnais nous rappelle que jusqu'à une date récente, la plupart des enfants mouraient en bas âge et qu'à peu près la moitié des mères mouraient en couche. Il y a une certaine représentativité au destin de la pauvre Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne qui a épousé Louis XIV. Elle lui a donné 6 enfants. Comme elle était très robuste, elle n'est pas morte en couche. Elle a vu mourir 5 de ses 6 enfants et le dernier lui a survécu un certain nombre d'années, mais quand même mort bien avant son père. Et voilà pourquoi Louis XIV ayant enterré ses petits-enfants comme ses enfants, voilà pourquoi Louis XV le Bienheureux est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc c'était une donnée majeure de l'existence jusqu'à une date récente pour les enfants que de devoir leur conception au hasard. Et lorsque d'aventure elle avait été souhaitée, voire programmée, de ne pas avoir été désirée pour eux-mêmes. Chateaubriand a fort bien exprimé au début des Mémoires d'Outre-Tombe l'angoisse qu'il peut y avoir à exister au titre de doublure. Parce que les parents de Chateaubriand ont commencé par perdre leurs 4 premiers enfants. Ils en ont fait 6 après. Et Chateaubriand était leur 2e fils. Mais il suffisait d'un fils, simplement. Dès qu'on en avait un, il fallait en fabriquer un 2e, au cas où le premier vienne à disparaître. Et donc on n'était pas sur Terre pour soi, en quelque sorte. On n'avait pas été désiré pour soi-même, mais on avait une fonction à remplir. Et avant d'avoir 10 ans, on avait vu mourir la majeure partie, bien souvent, de ses nombreux frères et sœurs. Bon, ça, c'est terminé. Depuis 1750, la mortalité maternelle a été divisée par 130 et la mortalité infantile à peu près dans les mêmes proportions, quoique moins. Depuis la Libération, la mortalité infantile a été divisée en France, je crois, par 36, enfin on trouve les chiffres, chez Paul Lyonnais. Alors, qu'est-ce qui ressort de cela? D'abord, qu'il y a de moins en moins de grossesse et de naissance, parce que nous sommes passés sur le paradigme de l'enfant désiré et programmé, ce qui entraîne comme conséquence évidemment que ce sera un enfant chéri et choyé s'il arrive au moment où on l'a souhaité. Mais le corollaire de l'enfant désiré, c'est, dit Paul Lyonnais, l'enfant sacrifié. Et aujourd'hui encore, il y a aux États-Unis autant d'avortements que de naissances hors mariage, et à peu près une grossesse sur 3 qui se termine par un avortement. Donc c'est ce couple de l'enfant désiré et de l'enfant sacrifié, soit qu'on ait prévenu la conception par les moyens contraceptifs, soit qu'on ait prévenu une naissance après une conception non désirée, ou désirée seulement comme conception, comme preuve de fertilité, et pas comme prélude à la mise au monde d'un enfant. C'est ce couple qui, aujourd'hui, constitue un phénomène sociologique remarquable. Le fait est que en 1960, quand on enquêtait dans les maternités parisiennes pour savoir si les femmes qui s'y trouvaient étaient contentes d'avoir eu un enfant, 40% répondaient non. Et les 3/4 de ces 40% disaient que si la pilule avait été légale, elles auraient pris la pilule et elles n'auraient pas eu cet enfant. Donc ce sont beaucoup de grossesses non désirées qui sont évitées grâce à la contraception depuis qu'elle est devenue légale. Le débat sur l'avortement avait été malmené à l'époque de la loi Veil par les partisans comme par les adversaires de la loi, nous dit Lyonnais, parce que les uns comme les autres opposaient la contraception à l'avortement.
Donc soit on était pour l'avortement en disant c'est un mal nécessaire et provisoire en attendant que la contraception se généralise, soit on était contre l'autorisation de l'avortement et on plaidait pour la généralisation de la contraception plutôt que à la place de l'autorisation de l'avortement. Or, ce que Yonnet a décrypté de façon à mon avis éclairante, c'est qu'il n'y a pas à opposer l'un à l'autre et que la mentalité contraceptive, c'est-à-dire le choix de l'enfant désiré envers et contre tout, hein, même s'il le faut en recourant à des moyens artificiels d'obtenir la grossesse, ce choix emporte avec lui, au cas où, malgré tout, une grossesse non désirée vient à se produire, eh bien, un traitement particulièrement strict, hein, de l'enfant non désiré. Hein, c'est à titre en quelque sorte d'assurance ou de supplément permettant la raréfaction des naissances non désirées qu'intervient l'avortement. Alors, dans ce cadre-là, une fois effectuée cette révolution de l'enfant désiré, qu'en est-il de la psychologie de l'enfance, comment se rapporte à sa propre enfance, quitte à s'en faire une idée, voire à participer d'une élaboration idéologique, comment se rapporte à son enfance l'enfant du désir d'enfant. Deux ou trois choses à ce sujet que j'emprunte à Paul Yonnet. D'abord, c'est un enfant qui va vérifier âprement qu'il a bien été désiré, et qu'il a été désiré tel qu'il est, et parce que c'est lui. Donc c'est un enfant qui n'hésitera pas à affirmer son désir et à demander, puisqu'il n'a pas demandé à venir au monde, puisqu'il n'est pas venu au monde par hasard, mais que sa naissance a été désirée et programmée, il va demander qu'on satisfasse ces quatre désirs, enfin tous ces désirs, et qu'on se mette en quatre pour satisfaire ces désirs. D'autant que la manifestation par l'enfant de son autonomie, la position de l'enfant comme être de désir, ne peut que combler les parents, puisque c'est bien la validation du désir d'enfant que de voir l'enfant du désir d'enfant se poser lui-même très précocement comme un prescripteur de consommation, par exemple, comme la clé de voûte de la famille, et comme un être de désir qui sait ce qu'il veut et qui impose sa loi. Donc sociologiquement, il est établi, hein, c'est Irène Théry qui le disait à la fin des années 90, au moment du Pax, que ce qui fait famille, c'est l'enfant. Hein, ça n'est plus le mariage ni la sexualité, c'est l'enfant. Dans l'ordre des logiques des opérations, hein, nous sommes sortis de l'époque mariage, sexualité, enfant, et nous sommes entrés dans une époque où la sexualité se déploie avant le mariage pendant une dizaine d'années, toujours à un âge tardif du mariage, mais à l'âge où on se marie avant, aujourd'hui on fait des enfants vers 27-28 ans, et on se marie après. Donc on est passé de mariage, sexualité, enfant à sexualité, mariage, sexualité, enfant, mariage, et il est de moins en moins rare que les enfants portent la traîne de leur mère lors de la cérémonie du mariage. Et c'est ce qui change tout d'une certaine façon, hein, cette idée que l'enfant est la raison d'être et la clé de voûte de l'institution familiale. Donc l'une des conséquences qu'en tire Yonnet, c'est que nous procédons à une dissociation de la sexualité et du désir d'enfant. Hein. La sexualité prospère d'autant mieux que la perspective de la conception et de la naissance sont, ne serait-ce que provisoirement, mises hors jeu. Et nous aurions au contraire, d'après lui, le fantasme d'enfants sublimes, hein, d'enfants qui ne soient le fruit que du désir d'enfant, d'un désir d'enfant pur, désincarné, désincarcéré de la sexualité et des penchants charnels. D'où l'attention que, dans ce livre de 2006, Yonnet portait à la réception sociale, à la diffusion sociale du thème de l'homoparentalité. L'idée que Jésus a deux papas et que, ma foi, nos enfants s'en sortiraient mieux s'ils avaient la même généalogie
débarrasser de contingences sexuelles est une de ces idées sublimes qui sont aujourd'hui répandues dans le corps social. Pourquoi ? Parce que l'enfant de l'insémination artificielle avec donneur anonyme ou l'enfant de la mère porteuse, un jour du clonage ou de l'utérus artificiel, c'est un enfant qui réalise mieux que l'enfant issu d'un rapport sexuel, l'idéal du moderne désir d'enfant. Il n'est l'enfant que du désir d'enfant. Il n'est pas l'enfant du désir sexuel d'un de ses parents pour l'autre. Autre conséquence concernant la psychologie de l'enfance, c'est que la mort a disparu de l'horizon de l'enfance. La mort a disparu de l'environnement de l'enfance. Les enfants nés du désir d'enfant sont élevés dans un monde où mourir avant 50 ans est une incongruité insupportable et où les frères et sœurs, d'une part, ne risquent pas de mourir, d'autre part, il n'y en a pas. Plus de 50% des enfants n'ont qu'un frère ou une sœur. Et d'après Paul Lyonnais, les familles à 2 enfants ont 2 enfants uniques. Ils n'ont pas véritablement des fratries. À l'adolescence, ces modifications inhérentes à la psychologie contemporaine de l'enfance, prescription d'autonomie, bannissement de la mort, évoluent dans un sens que Lyonnais a résumé en parlant de vieillissement précoce. Si la jeunesse est niaise, disait déjà Radiguet, dans un roman qui doit dater de 1920, c'est parce qu'elle n'est pas paresseuse. C'est une jeunesse qui ne s'est jamais ennuyée, qui n'a jamais connu le loisir ou l'oisiveté. Vieillissement précoce. Et par ailleurs, ce dont l'adolescence est l'épreuve, c'est du fait que l'autonomie qui fait l'objet d'une prescription ardente depuis la naissance n'est pas exercée, puisque nous ne donnons pas aux jeunes les moyens de s'emparer du monde et d'y appliquer les transformations dont il a besoin. Ils sont tenus à l'écart de l'emploi, de la richesse, du pouvoir, par les vieillards puérils, les 68ards qui ne raccrochent jamais, qui ne lâchent rien, et qui se sont pour longtemps et depuis très longtemps approprié les manettes de la société. Cette autonomie revendiquée mais qui ne trouve pas à s'exercer, eh bien, cherche des exutoires. Et Lyonnais en voit un dans l'épidémie d'anorexie, parce que l'anorexie est une pathologie de l'autonomie qui n'a pas prise sur le monde, puisque l'adolescence est indéfiniment prolongée. Et donc on a une volonté de contrôle total de soi, ne pouvant pas avoir prise sur le réel. On se contrôle soi-même à mort. Et c'est de cette manière qu'on peut exercer un pouvoir. De même, le bannissement de la mort a un lien avec la généralisation des conduites à risque et même des tentatives de suicide, parce que la mort ne fait pas partie de l'horizon. Bien, une expérience limite va malgré tout tenter d'humaniser l'existence en lui faisant avoisiner la mort. D'où cet événement extraordinaire qu'est dans les sociétés occidentales contemporaines le fait que la courbe des suicides en fonction de l'âge n'est plus une courbe, mais une droite horizontale. En tout cas, c'est le cas déjà aux États-Unis. On se suicide autant à 15 ans qu'à 80. Et ça, c'est sans précédent dans l'histoire des statistiques. Mais ce n'est pas simplement le taux de suicide effectif qui est à prendre en compte, c'est surtout les tentatives. Pour les filles de 15 ans, aujourd'hui en France, il y a un suicide réussi pour 160 tentatives. Alors pour que les hommes de plus de 75 ans, c'est un suicide réussi pour une tentative. Quand on est enfin devenu adulte, on ne se rate plus. Ce qui conduit Lyonnais à changer un peu le vocabulaire en disant mais non, c'est pas chez les enfants ou les adolescents, ce ne sont plus des tentatives réussies, ce sont quand un suicide effectif se produit, c'est une tentative qui a raté, c'est la tentative qui a mal tourné, mais le fond de ce rapport adolescent à la mort, pour l'enfant issu du désir d'enfant une fois qu'il a grandi, c'est d'essayer de jouer en quelque sorte avec cette perspective de la mort. Si, pour conclure en 5 minutes, parce que je veux quand même vous laisser la parole, j'essayais de contre-attaquer face aux idéologies qui s'emparent de l'enfance
et à assigner à l'enfance sa vérité et son statut d'expérience. Il faudrait pour ce faire se tourner vers le philosophe contemporain qui a fait de l'enfance le nom d'une expérience cruciale, qui révèle à l'homme qui il est véritablement. Et ce philosophe contemporain, c'est l'italien Giorgio Agamben, qui est plus connu aujourd'hui comme le penseur de l'état d'exception, de la guerre civile, et le grand ami et protecteur de Julien Coupat et des camarades de Tarnac. Mais dans les années 70, Agamben était un penseur de l'expérience, de l'histoire, et un grand lecteur de Walter Benjamin. Pour déterminer ce qu'est l'enfance, et savoir de quoi est le nom, il n'y a comme souvent qu'à écouter parler la langue. Et elle nous dit que l'infancia, c'est la condition de celui qui ne parle pas, ou qui ne parle pas encore. Fémis est parlé avec un préfixe négatif. La question est de savoir si l'enfance, ainsi entendue comme une position défaillante par rapport au langage, est un fait advenue, une phase dépassée de l'histoire du sujet, ou si elle demeure une possibilité et une ressource permanente. Alors, toute la force du livre d'Agamben, qui date de 1978, Enfance et Histoire, c'est d'essayer de montrer que, précisément, on doit appeler enfance l'expérience du décalage ou de la déhiscence au sein du langage, entre la langue et la parole. Les animaux ne sont que nature, ils baignent totalement dans la langue, dans ce que les linguistes appellent le pur sémiotique. Et quand Mallarmé entendait le chant du grillon, il entendait, disait-il, la voix sacrée de la terre ingénue, qui est inarticulée, indécomposable. Au contraire, si les animaux sont d'emblée plongés dans la langue, l'homme est mal défini par la tradition philosophique quand celle-ci en fait le vivant doué de parole. Au contraire, ce qui est constitutif de l'homme, c'est de manquer de la parole et d'avoir à s'y introduire, d'avoir à faire le saut dans le discours pour pouvoir précisément s'approprier la langue. On saute dans le discours et on s'exprime dans une langue. Et l'enfance, c'est cela, c'est cette hésitation, ce battement sans terme entre la langue et la parole. C'est l'expérience du fait que nous sommes des êtres de langage, mais que celui-ci ne nous appartient pas, qu'il n'est pas à notre disposition, mais que nous sommes d'emblée privés de la parole et que nous avons, non sans violence, non sans angoisse, et ça n'est pas sans rapport avec l'angoisse de la mort, nous avons à nous en emparer, nous avons à nous introduire dans la parole pour nous emparer de la langue. Moyennant quoi l'enfance n'appartiendrait pas à notre passé, plutôt qu'un passé, elle est une origine, au sens où on parle d'origine à propos des racines indo-européennes. Les racines indo-européennes, dans nos langues, elles renvoient à une langue qui n'a jamais été parlée, mais en même temps, ces racines sont toujours présentes et toujours opérantes dans toutes les langues qui font partie de cette famille indo-européenne. Et c'est cette idée d'une source jamais tarie, mais perpétuellement jaillissante, qui pourrait être appliquée à l'enfance, si on se sert de ce terme pour désigner la manière dont nous habitons le langage, ou plutôt non, nous ne l'habitons pas. La langue est, comme le paradis terrestre, interdite d'accès, défendue par un ange terrible à l'épée toujours brandie, et nous sommes toujours déjà expulsés de cette langue non articulée, purement signifiante, vers le Babel, c'est-à-dire vers le balbutiement d'une parole qui sera toujours précaire. Voilà qui conduisait Agamben à considérer que l'enfance peut ainsi devenir un concept philosophique authentique, aider à penser la condition finie de l'homme et à penser aussi le rapport de l'homme à l'histoire, puisque si c'est bien cette expérience du décalage irréductible entre la langue et la parole qui définit l'enfance, l'histoire elle-même ne pourra pas être un processus linéaire, progressif,
le long d'une perspective temporelle tracée d'avance, mais l'histoire elle-même ne pourra être que balbutiement, interruption, reprise, surgissement d'imprévisibles nouveautés. Moyennant quoi, on pourrait esquisser une conclusion en disant que l'enfance n'est pas en dehors de nous, mais en nous, et qu'elle n'est certes pas passée, mais toujours à venir. Comme le dit Giorgio Agamben, et il me plaît de lui laisser le dernier mot avant de vous donner la parole, ce qui a dans l'enfance sa patrie et son origine ne peut que continuer son chemin dans l'enfance et vers l'enfance.